est un havre de paix, de plage et de confort que les millionnaires et les célébrités avaient réussi à garder secret jusqu'à maintenant. Notre enquête exclusive vous fera découvrir les shoguns des temps modernes, armés de 75 milliards de dollars. Vos emplois, votre hypothèque et votre avenir sont en jeu alors qu'ils s'approprient l'Amérique. Et nous vous présentons un portrait d'Elizabeth Taylor. Venez derrière l'étincelante image publique rencontrer la superbe vedette très privée qui a durement gagné sa couronne hollywoodienne. Tout ceci et plus encore à notre retour dans quelques instants. Soyez des nôtres. Il y a les stars, les superstars, et puis il y a Elizabeth Taylor. Elle est une authentique star. Elle est la raison derrière le rêve de beaucoup de petites filles au pays de devenir des vedettes de cinéma. Cette légende de Hollywood réussit toujours à maintenir un équilibre délicat entre le rôle d'actrice et de célébrité. Chaque apparition lui vaut l'honneur du tapis rouge. En définitive, on peut affirmer qu'elle est la reine Élisabeth d'Amérique. Je ne vais jamais nulle part sans mes trompettes. Si la couronne lui va à merveille, elle la porte avec panache. Grace Kelly avait troqué son titre de Hollywood pour une véritable couronne royale. Mais Elizabeth Taylor demeura dans la reine. Arrivée dans le métier à 12 ans, elle se souvient des difficultés. C'était un monde de pastiche, où vous deviez, surtout si vous étiez enfant, distinguer parmi le tout, par vous-même, ce qui était réel et ce qui ne l'était pas, et ne pas vous laisser dépasser par toute l'excitation. À l'écran, chaque performance éblouissante connaissait un dénouement heureux, mais dans la réalité, il en fut autrement. Dame Chance lui réserva un jeu difficile en amour. Il y eut d'abord le magnat des hôtels, Nicky Hilton, puis l'acteur Michael Woolley, et son troisième mari, Mike Todd, connut une fin tragique en 1958. Un quatrième mariage difficile avec Eddie Fisher. Richard Burton fut son 5e élu, mais un divorce et un remariage en fit aussi le 6e. Puis le politicien Jack Warner obtint le chiffre chanceux de 7e, mais pas pour longtemps. Par la suite, l'avocat mexicain Victor Luna et l'acteur George Hamilton furent considérés comme de bons paris. Mais Elizabeth ne révèle toujours pas son jeu. Je crois que ma vie privée est justement cela, privée. Les manchettes allèrent même jusqu'à faire du magnat de la presse Malcolm Forbes un prétendant. Après leur rendez-vous très public lors de l'extravagante réception d'anniversaire de son empire, alors qu'il lui fit cadeau d'une bague, la machine à rumeurs se remit en marche. Nous avons demandé à Malcolm Forbes ce qu'il se rappelait de la première fois qu'il l'avait vue à l'écran. J'ai pensé qu'elle était une petite fille et moi un homme plus âgé. Je ne sens plus maintenant un tel écart. Pour sa part, Liz Taylor adore taquiner les journalistes. Évidemment, ne devient-on pas toujours fiancé avec une bague à ce doigt? La charmante séductrice n'est jamais demeurée célibataire aussi longtemps depuis son enfance. Et elle s'en donne à cœur joie dans ce rôle. Pourtant, derrière l'apparente insouciance se trouve une facette très sérieuse. Elizabeth fit la manchette d'une nouvelle façon, en marchant sur Washington pour combattre le sida. Nous sommes en guerre contre un virus. Nous ne devons pas être en guerre l'un contre l'autre. Elle devint aussitôt le visage le plus célèbre à se lever et à sonner l'alarme contre la terrible maladie. Et ce, bien avant qu'un de ses plus vieux amis n'en devienne la première victime vedette. Le sida n'a pas de préjugés. Il frappe hommes, femmes et enfants. Nous devons répliquer. Avec votre aide, nous le ferons et nous vaincrons. Merci. Actuellement présidente de la Fondation américaine du sida, Elizabeth utilise sa renommée pour amasser des millions de dollars pour la recherche. Et elle le fait toujours avec style et élégance. Merci. Le chèque est pour $1 million. La renommée sera ce que vous en ferez. Elle peut être un fardeau terrible, ou vous pouvez l'utiliser d'une manière positive, en utilisant par exemple votre nom pour aider les autres.
Mais je crois en le faisant de la bonne façon, avec prudence et avec la bonne attitude, il peut aider les autres. Et je crois que c'est la seule bonne raison pour être célèbre. Elle nous avait d'ailleurs déjà démontré jusqu'à quel point elle peut être fidèle à cet esprit lorsqu'elle rendit publique ses propres difficultés après une cure de désintoxication. Elle lança alors sa campagne contre l'abus d'alcool et de drogue. On peut guérir, si on s'y prend à temps. Je le sais. Je suis l'une des privilégiées qui a cherché de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Hollywood traite bien ses vedettes. Malgré une vie éprouvante émotivement, Elizabeth sut se mériter le respect et l'admiration de ses pairs. Elle a été mise dans cette profession et a très bien réussi. Elle s'est engagée à fond auprès des gens, de sa vie, de ses enfants. Elle a fait le tour des buts. En affaires aussi. Dans un coup de génie, elle mit sur le marché des parfums Elizabeth Taylor, un nom qui en est arrivé à invoquer l'essence même de sa vie. La perception du consommateur d'Elizabeth Taylor est quelqu'un qui a eu du bon temps, du moins bon temps, dont la vie a été un livre ouvert, qui a survécu, qui a prospéré et grandi, et qui est devenue une meilleure personne à travers tout ça. La femme d'aujourd'hui admire et respecte cela. C'est d'ailleurs la force d'Elizabeth Taylor. Le marketing impliqua une tournée promotionnelle qui dura 2 mois d'un bout à l'autre d'Amérique. Lors d'un dîner de lancement toute étoile avec ses copains de Hollywood, nul ne brilla autant que la reine Elizabeth. C'était sa soirée. Je crois qu'elle est aussi belle aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. C'est mon opinion du moins. Les éloges fusèrent jusqu'à la côte Est où ses invités incluaient les grands noms de la haute couture et les brasseurs de grosses affaires. Personne ne sait vraiment ce qui crée une légende, mais c'est certainement ce qu'elle est, en plus d'être une femme charmante. Lorsqu'elle revint sur la côte ouest, le parfum s'était déjà taillé une place. Qui sait, peut-être avait-on déjà associé la fragrance à la passion de sa vie. J'ai une extraordinaire passion pour la vie, pour l'amour. J'ai une passion pour les gens et le partage. Pour aller de l'avant et faire de nouvelles choses et ne pas vivre dans le passé, mais dans l'avenir. Elizabeth Taylor, une princesse qui devait découvrir que Hollywood n'est pas un conte de fées, mais qui en devint quand même la reine. Encore à venir, les hommes de Tokyo ont su gager et gagner à Las Vegas. Ce fut également le cas pour les lieux de villégiature et même les gratte-ciels de Manhattan. Un reportage choc sur le débarquement des financiers japonais. La monnaie nippone a rapidement créé ces dernières années en devenant la plus forte devise sur les marchés de change, un régiment de shoguns financiers invraisemblablement musclés. Sachez qu'aujourd'hui, les magnats de l'Empire du Soleil levant traitent sur une échelle que peu peuvent atteindre. Après une enquête de 12 mois sur leur avoir, nous sommes en mesure de révéler qu'une caste de 20 Japonais tiennent les États-Unis en otage avec un argument de 75 milliards de dollars. Derrière les succès qui ont produit les 20 millionnaires de premier rang du Japon, se trouve un noyau qui contrôle l'avenir de millions d'Américains, la bande des 9. Préparez-vous à rencontrer un homme de 21 milliards, tellement frugal qu'il répare ses souliers avec du ruban adhésif. Un autre dont les 15 gratte-ciels à Tokyo valent 16 milliards de dollars. Et l'homme qui a initié chez ses riches compatriotes l'engouement pour l'immobilier américain. Notre histoire, à peine croyable, commence à Tokyo, où une devise en hausse et un excédent commercial grandissant firent de 20 hommes d'affaires des milliardaires. Lorsque leur gouvernement permit l'investissement à l'étranger, en 1984, ils entamèrent la première phase de leur invasion et transformèrent Tokyo, qui devint le premier centre financier mondial. C'était un contraste saisissant par rapport à leur humiliation d'après-guerre, alors que le pays avait été laissé sans le sou. Les experts américains ont bien tenté de sonner l'alarme, mais pour plusieurs, l'argent nippon avait un attrait que ne possédaient pas les autres devises. Le tout puissant yen en fit voir de toutes les couleurs au dollar. Wall Street dut se rendre à l'évidence. Le monde avait changé. Notre expert est le docteur William Davidson, auteur d'un livre sur le sujet. La libéralisation du marché financier japonais a eu pour effet de faire d'eux les plus grands créanciers du monde, les plus grands prêteurs, si vous voulez. Quiconque doute que Tokyo est le centre financier du monde aujourd'hui devra probablement payer le prix de ce mauvais jugement.
Les assises financières des nouveaux dirigeants du Japon leur vinrent de l'immobilier. Ce marché à Tokyo tripla en 3 ans pour atteindre la valeur de 8 billions de dollars ou 8 000 milliards. La propriété la plus dispendieuse de toute la planète fut une chance inespérée. Si pour une raison ou une autre, vous héritiez de l'équivalent d'un pâté de gratte-ciel au centre-ville de Tokyo, ou que votre famille l'ait acheté au cours de son histoire, ce pâté de gratte-ciel vaudrait plus que tout l'immobilier de toutes les grandes villes américaines, sauf 2 ou 3 aujourd'hui. Avec un tel pouvoir d'achat, les nouveaux samouraïs japonais se lancèrent dans une frénésie de magasinage qui engagea 25 milliards de dollars. Comparativement à Tokyo, les États-Unis devenaient terre d'aubaine. Premier achat, 39% de la ville de Houston. Puis, la liste des courses se poursuivit avec Los Angeles. Même la capitale mondiale du divertissement ne se fit pas prier pour céder 60% d'elle-même. Au centre-ville, le complexe Arco Plaza fut raflé pour 620 millions de dollars par la corporation Shuha. Celle-ci traverse ensuite le pays jusqu'à Manhattan et s'empara de l'édifice de la chaîne de télévision ABC pour 175 millions. Aussi facile que le Monopoly pour Shigeru Kobayashi. Il possède 26 gratte-ciel aux États-Unis et n'a pas l'intention de s'arrêter. Et ce n'est là qu'une fraction des actifs japonais à New York, qui s'élève actuellement à 1 milliard 680 millions. La firme Hero Real Estate paya 250 millions pour le siège social de Mobile Hall. Sumitomo Realties déboursa 500 millions pour le chic immeuble du 666 5e avenue. Le conglomérat Daiichi versa les 94 millions requis pour que les déjeuners chez Tiffany deviennent des déjeuners à la maison. Le célèbre hôtel Algonquin se laissa rafler pour la peccadille de 29 millions et la corporation Mitsu s'empara du quartier général de Exxon pour 610 millions de dollars, un record pour un immeuble de Manhattan. Les hommes d'affaires américains se demandent aujourd'hui ce qui a bien pu se passer. En fait, les Japonais n'ont pas laissé grand-chose. 3 édifices à logement, aussitôt mis en vente, s'envolèrent pour 20 millions. La rafle dans l'Est terminée pour le moment, du moins, nos envahisseurs retournèrent dans l'Ouest à Las Vegas. Plutôt que de miser et risquer, l'un des Japonais, l'énigmatique Ginge Yasuda, acheta carrément 3 casinos, dont le complexe du Casino Hôtel Aladdin pour 54 millions. Il investit ensuite 30 millions additionnels pour sa rénovation. Des gros sous? Pas pour un homme qui perd 2 millions de dollars au baccarat sans cligner de l'œil. Son bras droit, Katsuki Manabe, rénova l'Hôtel Park pour 20 millions de dollars. Et bien sûr, il se négocia une option d'achat. Pour ne pas être laissé en reste, Masao Nangaku réussit à placarder 5 compagnies américaines aux enchères, avec une offre d'achat pour l'hôtel Dieu. Évidemment, personne ne pouvait s'approcher de l'offre de 158 millions de dollars faite par le magnat de Tokyo. Après le raid très réussi sur Las Vegas, les Japonais commencèrent à entrevoir la victoire. Ils se dirigèrent vers Hawaï et prirent les hôtels d'assaut, dont 70% appartiennent maintenant au Nippon. Sur le continent, d'autres centres de villégiature tombèrent sous leur contrôle. Derrière chaque transaction, il y a Tokyo, où l'argent et la haute technologie permettent de ne jamais rien perdre de ce qui se passe ailleurs. Leurs satellites transmettent l'indice Dow Jones en quelques millièmes de seconde, et même la température à Wall Street. Incroyable mais vrai, c'est maintenant Tokyo qui déclenche les hauts et les bas de Wall Street. Le Japon possède aujourd'hui les 3 plus grandes maisons de courtage au monde. La plus importante, Nomura Securities, détient un capital de 57 milliards de dollars. À titre de comparaison, les 10 plus grandes maisons de courtage américaines n'ont que 18,7 milliards. Ajoutez le poids financier de Daiwa et de Nikko Securities et vous admirez la rondelette somme de 105 milliards de dollars, qui génère des ventes de 20 milliards de dollars de titres chaque jour à Wall Street. Le point d'appui du capital est le réseau bancaire japonais, une des armes les plus redoutables. Aujourd'hui, 18 des 25 plus grosses banques du monde sont japonaises et elles établissent rapidement une base aux États-Unis et dans les autres centres financiers du monde. Elles sont devenues au cours des dernières années les plus puissantes institutions financières dans le système financier international. Préparez-vous à subir un choc. Voici le compte des achats de titres étrangers par le Japon en 1987. Les sommes mensuelles en milliards ont de quoi abasourdir.
En seulement 12 mois, les Japonais déboursèrent 100 milliards de dollars. Combien de ces titres étrangers furent acquis de l'oncle Sam? Pas moins de 90%, soit une valeur de 90 milliards de dollars. Ajoutez un autre 60 milliards de dollars en bons du Trésor américain et vous aboutissez avec 3% de la dette nationale des États-Unis aux mains du Japon. Au cours de la dernière année, les institutions japonaises ont acheté entre le tiers et la moitié de tous les nouveaux bons du Trésor. Si la semaine prochaine, ces institutions décidaient qu'il est préférable pour elles d'investir notre capital dans un autre pays, dans d'autres domaines, cela aurait probablement un effet désastreux sur le marché des titres américains. Cela pourrait pousser les taux d'intérêt à la hausse et créer une chute dramatique sur les marchés boursiers. Ainsi, le pouvoir financier japonais est évident dans chaque marché, financier ou autre, du monde actuellement. Et c'est là un phénomène que nous commençons à peine à reconnaître. C'est un phénomène qui ne peut que s'amplifier dans l'avenir. Et c'en est un qui nous touche tous directement, qu'on le veuille ou non. Encore à venir, rendez-vous à la cachette que les gens riches et célèbres tentent de garder secrète. Restez avec nous. Éternel. Pour certaines, ce n'est pas tant la question de savoir si elles en ont que de savoir comment les porter quand vient le temps d'être vraiment fatal. Maintenant, pour celle qui veut vraiment en mettre plein la vue, voici le gaspillage ultime. Rouge à lèvres, incrusté de diamants, monté sur de l'or 14 carats. Nous vous présentons le bâton qui rehausse et votre image et votre statut, sans même que vous ayez à vous en servir. Au prix de 9 500 à plus de 30 000 $. Les dames, avides de prestige, peuvent se procurer cet outil de maquillage plutôt exclusif avec 300 diamants, représentant 8 carats et demi. Il n'en coûtera que 36 900 $, avec 19 bâtons de rechange valant 100 $ chacun. Voilà un rouge à lèvres qu'il est préférable de ne pas écarter. Au tropique du Cancer, sous le soleil du Mexique, se cache une retraite que nous proclamons sans hésiter l'un des plus magnifiques endroits de villégiature au monde. Sur la côte abrupte et spectaculaire du Pacifique, entre Puerto Vallarta et Manzanillo, se prélasse au soleil un trésor. L'hôtel Gianfranco Brignone et ses villas à Carayes n'avaient jamais été vus à la télé jusqu'à aujourd'hui. Giorgio Brignone explique ainsi le rêve de son père, Gianfranco. Il n'y a qu'une façon de décrire l'atmosphère et l'architecture. C'est une sophistication primitive. Sophistiquée parce que les maisons sont très belles. Elles offrent aussi un bon service. Elles sont bien conçues. Les matériaux sont de première qualité, mais aussi primitives, parce que nous sommes dans la jungle. Le Mexique est, en soi, une destination magique et mystérieuse. Et ici, l'architecture est particulière parce que progressive. La première année, c'était très beau, et nous n'avons rien ajouté au décor. Le décor, c'est très simple. Une fenêtre qui encadre un très beau tableau qui est une composition de roc avec la mer, la végétation, les arbres. Ce que nous avons fait, c'est de combiner l'ambiance mexicaine de l'hacienda sur la plage avec une saveur européenne et c'est ce qui donne à l'endroit son cachet très particulier. Depuis 1968, la famille de banquiers originaire de Turin en Italie a dépensé pas moins de 40 millions de dollars pour l'hôtel. Un des premiers convertis de Carayes fut le regretté cinéaste John Huston, qui se plaisait à penser qu'on ne pouvait le joindre ici. C'est un endroit qui plaît beaucoup à ceux qui aiment le contact avec la nature. Il n'est pas nécessaire d'avoir un toit au-dessus d'une salle de séjour. Elle peut être à l'extérieur. L'endroit semble très prisé de ceux qui réussissent bien dans leurs affaires. Non seulement est-ce le Mexique, c'est aussi une vraie vacance. Il reste dehors toute la journée. La piscine est une partie intégrante de la salle de séjour. Vous pouvez être dans l'eau et parler à vos amis dans le séjour. Cela crée un mode de vie assez unique. Vous avez le choix. Louer une villa pour 1 500 $ la nuit ou une des 40 chambres de l'hôtel pour la modique somme de 500 $ par jour. Nous ne prétendons pas desservir uniquement la clientèle très riche. C'est très important. Nous voulons plutôt recevoir des gens qui sont intéressés par la magie du Mexique, qui aiment les voyages et qui aiment l'aventure. C'est un site superbe, une destination superbe parce qu'elle n'est pas gâchée par la civilisation. Ce paradis offre tous les choix. Les vedettes qui fuient les caméras préfèrent l'intimité des villas discrètes.
tandis que les amateurs d'activités sociales établissent leur quartier général au bas. Mais pour atteindre l'équilibre, les Brignonais visèrent l'entre-deux. Après l'hôtel et les villas, nous avons constaté que certains désiraient plus d'intimité qu'à l'hôtel, mais avec un service équivalent. C'est pourquoi nous avons développé le concept de maison arrangée, avec 1, 2 ou 3 chambres à coucher. Certaines ont une piscine privée, d'autres pas. Elles offrent toute l'intimité avec tous les services. Caraïès est un endroit où l'on vient lorsqu'on est fatigué pour échapper à la ville, pour relaxer et revenir aux sources, pour retrouver une meilleure qualité de vie et de santé. Nos clients reviennent et lorsqu'ils repartent, ils se sentent merveilleusement bien. La mise en valeur des 2500 acres de Caraïès se déroule toujours avec une progression calculée. Lorsque vous êtes dans l'immobilier et que vous êtes intéressé à construire, vous avez cela dans le sang. Chaque fois que vous voyez une nouvelle construction, vous trouvez cela fantastique. Chaque maison est un exercice. C'est comme se bâtir à tous les 3 mois une nouvelle maison pour soi. Je crois que c'est un lieu très romantique. De très belles histoires d'amour ont commencé ici. Dans un monde où les vacances sont trop souvent mondaines, Caraïès est un agréable changement. Peut-on encore se surprendre du fait que les initiés font tout pour conserver le secret à tout prix? Les gens nous disent toujours lorsqu'ils quittent que cet endroit est tellement beau qu'ils n'en parleront pas à leurs amis. Et c'est vraiment ce qu'ils font. Le secret est bien gardé. Plus maintenant. Non seulement avons-nous décidé de mettre le centre de villégiature sur la carte, nous le proclamons aussi l'un des meilleurs sur la planète. Mais n'ayez crainte pour autant, notre quête de l'ultime paradis des paradis ne se terminera que lorsque nous l'aurons trouvé. Voilà, c'est la fin d'une autre incursion dans le monde du luxe et de la gloire. Joignez-vous à nous pour une autre émission de la vie des gens riches et célèbres. Demeurez des nôtres, dans un moment, assistez à la transformation tout en beauté d'une jeune femme de chez nous à Look 88, avec Marcel Pelchat et Dominique Michel. Et à 20h, ne manquez pas la tragédie silencieuse, 60 minutes touchantes et vraies, sur la condition des démunis d'Afrique et d'Amérique du Sud. Mais tout d'abord, place à Look 88.